Bonjour à tous, bienvenue dans l'Interview à la Une, l'émission de la rédaction de Nice Matin, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Karine Wenger, c'est la chef du service économie de Nice Matin. Bonjour Karine. Bonjour Denis. Notre invitée aujourd'hui, Sophie de Menton, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sophie de Menton, vous êtes entrepreneure, présidente du mouvement patronal éthique, entreprise de taille humaine, indépendante et de croissance. Vous êtes aussi chroniqueuse et écrivain. Vous aimez l'entreprise et vous pratiquez assez peu la langue de bois. On va le vérifier lors de cette émission. On va commencer par l'actualité et l'actualité économique du début de la semaine. C'était le sommet Choose France. 15 milliards d'euros d'investissement ont été annoncés en grande pompe. C'est une vraie réussite et une victoire pour la France. Je ne veux pas être défaitiste. C'est pas un échec. C'est vrai qu'on attire des entreprises. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, on attire des entreprises qui rachètent des entreprises françaises. On a beaucoup racheté nos industries et on ne peut pas se réjouir qu'on rachète nos entreprises, qui restent là un bout de temps, puis finalement le siège va ailleurs, et puis finalement il y a moins d'emplois. Donc ça, c'est quelque chose de certain. On a la vallée en Savoie qui a été complètement rachetée, les industries ont été rachetées et c'est bien dommage. Alors, attirer, oui, les grands patrons, pourquoi pas, mais il y a, j'ai envie de dire, au moment où on parle tout le temps de discrimination, que les PME et les moyennes entreprises sont un peu discriminées. Les PME, elles choose France, toutes elles, hein, elles restent là. C'est surtout une opération pour les grands groupes, les multinationales. Oui. Le président adore les grands groupes et les multinationales, ce que je peux comprendre. Mais il y a beaucoup de problèmes en ce moment liés à ça. Donc d'abord, je pense que les PME ne sont pas mises à l'honneur. Je veux dire, c'est stupéfiant. Sous les autres présidents, j'étais toujours invitée, il y avait une journée des forces vives, etc. Rien. Donc bon, il y en a quelques-uns qui vont à des voyages présidentiels certainement et qui sont invités. Donc il y a une forme peut-être basique de jalousie. Ensuite, il y a un autre problème qui est plus grave, c'est que nous sommes tous des sous-traitants de ces grands groupes que nous admirons. Et en tant que sous-traitants, nous sommes moins bien traités. C'est-à-dire que l'énergie pour les PME, c'est un problème terrible que les grandes entreprises arrivent à résoudre. Et très souvent, on est très pressuré sur les prix. Et c'est nos salariés qui y trinquent parce que les marges, c'est important. Donc je pense qu'il y aurait quelque chose à équilibrer de ce point de vue-là. On ne se sent pas assez... représenté, si, enfin peut-être, mais non, je pense qu'il faudrait miser beaucoup plus sur les moyennes entreprises et les petites entreprises. Karine. Au début du mois de mai, EY a sorti une étude sur l'attractivité de la France qui montrait que le pays était le premier en Europe concernant l'attractivité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je suis là aussi, vous savez, très mitigée. Je pense que on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. On a un beau pays. On est terriblement assisté. Alors il y a peut-être des gens qui trouvent ça formidable. Les entrepreneurs qui financent intégralement le pays. Hein, qui d'autres gagnent de l'argent, sinon les entrepreneurs. Donc ils sont mitigés. Donc nous sommes, oui, très assistés, c'est extraordinaire. On travaille moins que les autres. On a la retraite plus tôt. On a donc la France est certainement pour beaucoup un paradis. Je pense que, en plus, ça dépend comment c'est vu, mais l'entreprise qui se met, et là je vois bien parce que j'en interroge pas mal, l'entreprise en France est quand même une des plus harcelées, entre guillemets, avec tous les jours un nouveau décret, une nouvelle application, une nouvelle chance, comme la simplification de la feuille de paie, je ne commenterai pas. Donc tous les jours, c'est un happening. Alors, c'est peut-être plus facile pour une entreprise étrangère de travailler en France. Mais oui, il faut arrêter d'être pessimiste et nous avons quand même un très beau pays. Nous pourrions faire beaucoup mieux. On est prêt à réindustrialiser, mais laissez-nous... là, j'ai des industriels qui voudraient s'installer. Ils dérangent une grenouille. On a une serre-poussée de 8 mois. Alors justement, comment rendre la France plus compétitive ? Alors, la France, elle a un vrai problème et je crois qu'il faudrait... tout revoir. Donc je suis très modeste. Il faut revoir le rapport au travail. Le rapport au travail,
président de la République nous dit travailler plus, on est en guerre, il va falloir travailler plus. Là-dessus, c'est le Premier ministre qui dit bon, on va essayer quand même de faire la semaine de 5 jours en 4 jours. Et puis, on va vous donner un peu plus de congés de maternité. On va vous donner un congé pour règles douloureuses. On va vous donner. Donc, l'État gère nos boîtes. Alors même que le Premier ministre défend et prétend défendre la valeur travail. Mais je crois qu'il la défend honnêtement, la valeur travail. D'abord, eux, ils bossent comme des dingues. Alors donc, c'est pas eux, c'est des gens qui travaillent nuit et jour. Et ce qui est assez étrange, c'est cette façon de vouloir récompenser les Français en leur disant « vous allez travailler moins ». Là, je suis désolée, mais ce mois-ci, les ponts et les viaducs, c'est intolérable, le mois de mai. Enfin, on est content, mais le télétravail qui a été quand même imposé à la base par le gouvernement, par Elisabeth Borne, le télétravail est une déstabilisation terrible, non seulement pour certains salariés, mais pour les managers, pour les chefs d'entreprise. On ne dort plus. Pour autant, est-ce qu'on peut revenir en arrière sur le télétravail ? En France, on ne revient en arrière sur rien, ni sur les 35 heures, ni même la retraite à 60 ans, c'est limite. Enfin, avec un peu de chance, là, on y est, mais... non, mais je pense que le télétravail peut s'organiser si l'État lâche complètement le sujet. C'est entre les salariés d'une boîte, qu'elle ait 10 personnes ou 5000, que ça se gère. On décide, oui, il y aura telle personne. En plus, vous êtes en train de créer quand même un déséquilibre fondamental entre des boîtes. Les agriculteurs sont des entrepreneurs comme les autres, ils adhèrent à Éthique d'ailleurs, et vous les voyez en 4 jours travers les vaches. Je veux dire, les infirmières, les médecins, les dentistes, comment voulez-vous? On va faire une France encore à 2 vitesses. Donc, revenir en arrière, probablement pas, et pourquoi pas, si ça marche bien. Il ne s'en mêle plus. Plus une loi, plus un décret, plus rien. C'est le patron qui décide avec les salariés. Et croyez-moi, pour garder ses salariés, le rapport de force a basculé. Le rapport de force, il est du côté des salariés. La France est, on l'a vu, plutôt attractive, mais elle est très endettée. Est-ce que c'est un énorme problème ? Alors, ce qui est un problème, l'endettement en soi, peut-être pas. Ce qui est très grave, c'est ce que ça nous coûte en agio. Parce qu'on le paie cet endettement tous les jours. Ce sont des milliards, enfin tous les jours, oui. Ce sont des milliards par an qu'il faut rembourser. Donc c'est le coût de la dette qui est encore plus important que la dette elle-même. Oui, et puis alors, au-delà des milliards sur lesquels qu'on peut balancer, ça ne veut plus rien dire pour personne, ce qui est grave, c'est qu'on ne marche pas mieux pour autant. Alors oui, vous allez à la pharmacie, c'est un supermarché. Moi, je dis non, je voudrais payer mon Doliprane, parce que je peux le payer. Donc tout est gratuit, on est d'ailleurs les plus grands consommateurs de médicaments. Donc si vous voulez, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on paie très cher ce qui ne fonctionne pas très bien. Pour cela, on fait trop de prélèvements, trop d'impôts, donc on grève la croissance. Et cette dette existe parce que le pays ne fonctionne pas comme il le devrait. C'est ça qui est grave. Est-ce que le gouvernement va réussir à tenir sa promesse de ne pas augmenter les impôts ? Vous y croyez, vous ? Donc qui va payer ? Je ne sais pas. Enfin, de toute façon, je vais encore le répéter, il n'y a que vous et moi qui pouvons payer. Il n'y a que les salariés et les entreprises. Donc il va bien falloir, comme certains disent, trouver l'argent où il est. Je suis très inquiète parce qu'on commence à loucher sur l'épargne française, qui est énorme. Les Français sont inquiets et ils épargnent au lieu d'investir dans les boîtes. Donc là aussi, il y a besoin de rétablir les choses. Et pourtant, le socle de confiance, il est dans l'entreprise. Ils ne croient plus en rien, sauf dans leur boîte. Vous avez invité récemment Nicolas Sarkozy à débattre avec 250 chefs d'entreprise et vous l'avez cuisiné notamment sur la France qui prétendument serait ingouvernable. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Alors d'abord, je vais vous rassurer tout de suite, on ne cuisine pas Nicolas Sarkozy. Hein. Ça, je vous promets que il est très bien tout seul. Non, c'était le sujet de base que je lui ai donné. La France est-elle ingouvernable ? Et curieusement, il n'a pas répondu à ça, pas directement. Alors, il a répondu indirectement. Il a répondu au fait qu'il fallait très bien s'entourer.
Il a répondu au fait qu'il fallait aussi laisser les entreprises et les gens agir. Il a par contre affirmé très nettement, parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui disent « mais nous, moi la première, je pense que quand l'État ne sait pas, il devrait nous demander ». Alors ça, à la limite, il veut bien demander, mais il a dit « ne rêvez pas ». Moi, je ne sais pas gérer une entreprise, vous ne savez pas vous occuper d'un gouvernement ou de l'État. Donc, niet, c'est un métier, la politique. Dont acte. Ce qui peut être probablement vrai, d'ailleurs, les ministres, les patrons ministres n'ont pas été très bons. En revanche, je l'ai dit à tous les ministres que je vois, j'avais même dit au président de la République, faites un groupe. Avant de balancer dans la nature une décision sociétale même, convoquez 10 au hasard, 10 Français, faites-les réfléchir 3 heures. Ça veut dire quoi? Quelles sont les conséquences? Je vous assure que ça remet la tête sur les épaules. Hein. Vous avez créé il y a un peu plus de 20 ans le mouvement J'aime ma boîte. C'est le jour pendant lequel les salariés déclarent leur flamme à leur entreprise. Alors, est-ce que les Français aiment vraiment leur boîte? La réponse est oui. Alors, bon, évidemment, il y en a qui ne l'aiment pas. Mais globalement, depuis 22 ans cette année, on oscille entre 60 et le record, ça a été 75%. Vous interrogez les Français. Vous ne leur demandez pas est-ce que vous aimez l'entreprise. Vous leur demandez est-ce que vous aimez votre boîte. Ce matin, en venant, vous dites oui, j'aime ma boîte. Bon, oui, ils aiment leur boîte. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est que c'est maintenant, y a, avec la famille, leur socle de stabilité. Ils n'ont plus confiance en rien. Ils n'ont plus confiance dans la politique, ils n'ont plus confiance dans les mouvements extrémistes, ils n'ont plus tellement confiance dans l'Europe. On les comprend parce qu'en ce moment, avec des guerres à nos portes et la violence montante, les Français sont inquiets. Et comme par hasard, enfin je touche du bois, je vous signale que dans l'entreprise, on fait régner quand même une sécurité qui mérite d'être signalée, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Avec une autorité partagée, mais une véritable autorité. Et donc, je dis, oui, ils aiment leur boîte, et surtout qu'on n'y touche pas. On vous a entendu prendre la parole plus ou moins fortement contre les congés menstruels et récemment contre l'aménagement du travail à la ménopause. Alors, nous allons préciser les choses. Je dis que nous sommes dans une période terrible. Les Français sont inquiets, on est vraiment angoissés, on ne peut plus écouter les infos, là, entre le choléra, les révoltes, enfin, c'est terrible. Et on a l'impression qu'on a envie de se retourner vers le chef de l'État, avec son autorité, sur les missions régaliennes, la sécurité, etc. Et là, de quoi se mêle-t-il ? Il décide que, bon, on va quand même aider les femmes qui ont des règles douloureuses parce qu'on n'y avait pas pensé avant, depuis des millénaires, et que donc on va dire aux entreprises, ben, vous allez leur donner un jour de congé quand elles ont des règles douloureuses. Je tombe sur la tête. Parce que le sujet n'est pas de leur donner un jour de congé. Parce qu'on a tous eu, moi j'ai eu des collaboratrices qui venaient dans mon bureau, qui disaient « Oh là là, ça ne va pas aujourd'hui, je dis rentrez chez vous ». Enfin, on sait tout ce que c'est, tout ce que c'est. Allez, mêler l'État à ça et ordonner aux entreprises de donner un jour de congé, ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi. À la limite, qu'ils nous disent, écoutez, qu'on communique avec les patrons, avec une lettre alors, d'abord de la ministre de la Santé, excusez-moi, ou de la ministre de l'Entreprise. Il se trouve que c'est la même. Qu'elle envoie une lettre ou un mail au chef d'entreprise en disant, écoutez, on aimerait beaucoup que... Très bien. Donc, je trouve ça scandaleux, ça fait encore un jour de moins. En plus, ça se mélange au télétravail. Je suis en télétravail, mais je vais le prendre parce que... Enfin, c'est pas supportable. Et le président de la République est intervenu dans un interview à Elle, qui m'a scotché, parce que là, il est allé plus loin et il a dit, et il y a la ménopause, c'est dur pour les femmes, la ménopause. Oui, merci. On voit notre médecin, on est un peu au courant, entre femmes, on s'en parle beaucoup. Alors, à ne pas confondre, bien sûr, d'ailleurs, avec une vraie maladie qui est la... Oui, absolument. Là, c'est complètement autre chose. Mais la ménopause, ben oui, en plus, la ménopause, elle est traitée actuellement de façon hormonale par des gynécos qui vous le proposent immédiatement. Je vois pas, on a certes des déserts médicaux, mais enfin, toutes les femmes sont au courant de ça. Donc, ça n'avait pas lieu d'être. Mais
le pire de tout, c'est qu'il a demandé qu'à l'Assemblée nationale, il y ait une mission pour traiter de la ménopause. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Alors, vous-même, vous organisez dans quelques jours avec Éthique un colloque sur la santé C'est en vrai. entreprise et le bien-être des collaborateurs. Alors, vous aussi, vous vous mêlez de ces sujets. Alors d'abord, on ne traitera pas de ça. Et si je traite ça, c'est justement avec des gens extrêmement compétents, dont l'ancien ministre de la Santé, parce qu'on a besoin d'analyser, nous, chefs d'entreprise, jusqu'où va-t-on nous demander de nous occuper de la santé de nos salariés. J'en suis... Alors maintenant, à quand le chèque provision serviette hygiénique, je sais pas. On a bien évidemment aidé au moment du Covid. Moi, au sein d'Éthique, j'ai une entreprise extraordinaire. On a fait venir des millions de masques. Et c'est des boîtes privées qui les ont fait venir. J'ai un des membres d'Éthique qui a été le seul, Didier Riahi, à être le premier à faire tous les tests, parce que le public n'y arrivait pas. Donc, on le fait très volontiers. On n'arrête pas de dire lavez-vous les mains, de mettre des gels, de prévenir etc. Mais ça va de plus en plus loin. Et je pense que ce n'est pas destiné à s'arrêter parce que le nouveau recours, c'est l'entreprise. Donc un colloque est intéressant pour les arrêts maladie, par exemple. Moi, je suis très, très choquée, par contre, que le gouvernement ne s'occupe pas d'aller voir un peu les médecins en disant les arrêts de complaisance, c'est quoi ça ? C'est quand même quelque chose de fondamental quand on a... moi, j'ai eu une boîte où j'avais un médecin qui avait arrêté 8 personnes la même semaine. J'ai téléphoné partout, etc. Il ne s'est rien passé. Donc, je crois qu'il y a fondamentalement des vrais sujets. Oui, les chefs d'entreprise se sentent responsables de la santé de leurs salariés. On passe notre vie, d'ailleurs, il y a un groupe formidable qui est Elior, qui est membre éthique, qui fait des menus diététiques, etc. C'est lui qui fait tous les menus des cantines. On n'arrête pas de s'occuper de la santé de nos salariés. Moi, j'ai plus ou moins interdit les confiseries qu'on offrait aux salariés en me disant, bon, il ne faut pas. Mais jusqu'où, comment, et en tout cas, c'est en accord avec les salariés. Karine. Alors, le slogan officiel d'Éthique, c'est votre mouvement, c'est « Entreprise de taille humaine, indépendante et de croissance ». Donc, le slogan officiel, c'est le pouvoir d'influence et le devoir d'influer. Celui officieux, c'est le mouvement poil à gratter du patronat qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Vous pensez que les politiques et les entrepreneurs sont tous tombés dans le politiquement correct ? C'est drôle parce que vous me tendez une perche, je ne résiste pas, parce que je suis en train de réfléchir à monter une interpatronale. Il y a une intersyndicale et je pense qu'il y a un peuple des entreprises de France, que ce peuple est fort bien représenté par des mouvements dits représentatifs, mais qui sont d'ailleurs subventionnés par le gouvernement qui paie Éthique vit des cotisations de ses membres, ainsi que Croissance Plus, ainsi que le métier, ainsi que pas mal de mouvements. Et on est oublié. Alors, je ne dis pas du tout qu'on est mal représenté par la CPME, le MEDEF, pas du tout ça. Je dis que là, il y a vraiment un peuple des entrepreneurs qui a envie de prendre la parole et qui serait peut-être utile pour faire ressortir tôt les problématiques qui sont traitées à haut niveau entre ministres et très grands patrons. Et c'est ce que vous faites donc au sein d'Éthique ? Alors, au sein d'Éthique, moi, c'est mon tempérament, le poil à gratter, ça c'est autre chose. Mais au sein d'Éthique, oui, j'ai besoin de rien, je ne dépends de personne. Et j'ai peur, de ce point de vue-là, de pas grand-chose. Alors, en tant que patronne d'Éthique, vous avez organisé récemment un grand débat avec les candidats aux européennes. Est-ce que vous les avez trouvés bons ? Est-ce que je les ai trouvés bons ? Plutôt, et plutôt tous d'un bon niveau. C'était amusant, si je puis dire, parce qu'il y avait le parti animaliste. Alors, en plaisantant, j'ai dit, écoutez, là, je crois que je vais voter pour vous. J'adore les animaux. Mais je me suis aperçue que c'était que le parti animaliste, qui en fait se dit un parti humaniste. Enfin, c'est assez compliqué. J'avais à ma gauche Bardella, à ma droite Bellamy, il y avait Marion Maréchal. Enfin, ils étaient tous là. C'était assez intéressant de voir qu'il y aurait pu avoir
Alors ça, Nicolas Sarkozy nous l'avait dit, et moi je suis d'accord, il dit on s'en sortira jamais sans une forme de regroupement, sinon de la droite, d'union des... Ben, j'aime pas le mot droite, moi je me suis jamais sentie de droite, mais d'union des libéraux, oui, d'une certaine droite modérée. Et en fait, j'étais plutôt d'accord. Moi je voyais Bardella et Bellamy qui discutaient de façon très sympathique. Marion Maréchal était excellente. Et oui, ils étaient bons. Jordan Bardella est très largement en tête dans les sondages, entre 30 et 32%. Comme l'ensemble des Français, le Rassemblement national ne fait plus peur aux chefs d'entreprise aujourd'hui? Alors, ils ont peur d'une chose, c'est de leur connaissance ou de leur rapport à l'économie. Ça ne fait pas du tout peur. Sur la sécurité, ils sont tous ravis, ils ont envie d'autorité, ils ont envie de dire à Macron, vous voyez, on vote pour eux parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Ça, c'est... Voilà. Mais, le grand mais, c'est l'économie. Alors, Marine Le Pen a beau dire hier soir que oui, c'est 60 ans pour ceux qui ont commencé à tel âge et que ce sera 62. Elle a un électorat... elle est plutôt du côté des grévistes quand il y a une grève. Elle a un électorat qui est de gauche économiquement. Donc ça, c'est la véritable inquiétude. D'un autre côté, ils sont très conseillés par des chefs d'entreprise. Ils ont quand même beaucoup évolué et on dit très souvent qu'ils changent d'avis. Moi, je préfère les gens qui changent d'avis que ceux qui ne changent pas d'avis. Vous recevez Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dans quelques jours. Ce dernier souhaite la mise en place d'un mouvement européen de simplification des normes et des allègements des obligations qui pèsent sur les entreprises. Est-ce que ça suffira? Non. Non, je suis désespérée. D'abord, simplifier quelque chose, ça prend 2 ou 3 ans. Nous, on en sous-rajoute par rapport aux normes européennes. Il n'aurait qu'une chose à faire, et je vais lui dire, Bruno Le Maire, c'est demander, faire un sondage auprès de 1000 chefs d'entreprise en disant « Donnez-moi une simplification facile, qui ne coûte pas cher et qu'on peut mettre en place vite. » Pourquoi il ne le fait pas? Il l'a fait avec le CERFA. Pardon? Avec le CERFA. Oui, Ouais, c'est qu'est-ce qui est sorti? Pas encore. Alors, en tout cas, il a de bonnes intentions, c'est certain. Moi, ce qui me fascine, c'est que, par exemple, quand je pose la question des contradictions gouvernementales, je dis, mais comment est-ce que vous pouvez laisser, je vais poser la question, comment vous pouvez laisser le textile, vous subventionnez le textile. Ils vivent une année horrible, ils ont vécu un Covid atroce. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une campagne de pub, je crois que c'est M. Béchu, oui. Une campagne de pub, un type qui va acheter un costume, très élégant comme vous, le vendeur dit, vous n'avez pas besoin d'une veste, regardez ce qu'il est bien votre costume. Et il le raccompagne à la porte pour inciter à la déconsommation. Mais moi, je ne comprends pas mon pays, je ne comprends pas mon gouvernement qui fait des contradictions pareilles. Et je peux vous dire que le ministre des Finances n'est pas au courant. Alors, je ne sais pas qui il est. Alors, il paraît qu'il y a une deuxième campagne qui est en prévision, mais qu'on va demander l'avis du MEDEF. On verra. Vous êtes à Cannes ce week-end. Cannes, c'est la ville de David Lisnard. Quel regard portez-vous sur son parcours personnel et sur son parti Nouvelle Énergie? Je suis une groupie. Je choose Cannes. D'abord, c'est un vrai libéral. Je ne vois pas de texte et de prise de position libérale comme les siennes. Je pense qu'il est terriblement pragmatique. Il n'a pas la grosse tête. Espérons que ça ne viendra pas. Il a vraiment envie que le pays change. Quand je vois Cannes, je suis scotchée. Il n'y a pas un papier de chewing-gum par terre. Et vous brassez en ce moment des dizaines de milliers de gens. Si vous voyez l'état de Paris et d'autres villes. Donc, je pense que quand on arrive à poser ça partout, j'ai très confiance. Nouvelle Énergie est un beau nom. Maintenant, comment va-t-il faire dans un parti qui est celui des Républicains, où il va y avoir 6 tueurs avec un couteau entre les dents pour se présenter à la présidentielle? Cannes, c'est le festival évidemment, un festival où le débat autour du mouvement MeToo prend beaucoup de place. Alors, est-ce que c'est aussi le cas dans le monde de l'entreprise? Notre confrère Tristan Gasparot de Mélodie d'Azur est allé poser la question aux Cannois, on l'écoute. Toujours dans le monde de l'entreprise, la question du MeToo est-elle un mythe ou une réalité? Je vous laisse écouter ces témoignages. S'il y a une grande majorité d'hommes, bien sûr qu'il y aura un problème de sexisme. C'est hyper important. Nous, chez Doctolib, en fait, on a un CSE, du coup, un groupe, et il y a vraiment des personnes nommées pour les violences sexuelles au travail.
On ne sait pas quelque chose qui est fréquent, mais c'est bien de savoir qu'en tout cas, c'est quelque chose qui est pris au sérieux dans l'entreprise. Pour l'instant, je me sens pas concernée du tout parce que je suis dans une équipe qui est super. Donc, non, il n'y a pas de souci de ce côté-là en tout cas. Oui, parce que je suis dans un univers assez machiste. Par exemple, au cabinet d'avocats, on n'a pas encore eu un MeToo, etc. Ils essayent. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, surtout les jeunes collaboratrices. Dans la restauration, c'est assez compliqué. Il y a des trucs qui sont pas plaisants à voir et à entendre aussi. Alors Sophie de Menton, les violences sexuelles et sexistes, c'est aussi une réalité dans le monde de l'entreprise? J'ai commencé à avoir une longue carrière et j'en ai jamais rencontré, y compris dans les entreprises de mon mouvement. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'aujourd'hui, dans les grandes boîtes particulièrement, je pense que dans les PME, ça peut être plus compliqué, parce que quand il y a 4 personnes, un patron, etc., qui n'a pas moyen de changer, c'est probablement plus compliqué. Sinon, ce que je sais, c'est que les hommes n'osent plus prendre l'ascenseur avec une femme seule dans certaines boîtes, que s'ils reçoivent une collaboratrice pour avoir un échange peut-être vif avec elle, il veut qu'il y ait quelqu'un, parce que si elle ressort du bureau en disant oh, il a essayé, il est mort, la parole des hommes est discréditée. Je ne suis pas contente, parce que de toute façon, ils sont d'emblée coupables. Je veux dire, la femme, bon, c'est bien qu'on ne les a pas crus pendant des années, donc maintenant on ne croit qu'elle. Je pense aussi que les femmes ne sont pas meilleures que les hommes, et qu'il y en a qui profitent de ces situations à tous les niveaux. Donc, il faut raison garder. On est arrivé à un excès dans le monde du cinéma. Stop. On ne va pas entamer des guerres entre les hommes et les femmes. Oui, il faut sévir. Tout le monde est au courant. Moi, à Éthique, on a envoyé une lettre à tous les patrons d'Éthique, ils sont nombreux, en disant simplement que votre porte soit ouverte s'il y a la moindre contestation. Ils l'ont tous fait savoir dans les boîtes. Point final. Et puis on pourrait aussi parler des femmes charmantes qui vont draguer les hommes dans l'entreprise. Vous êtes chef d'entreprise, mais vous êtes aussi chroniqueuse. Un choix, une nécessité pour vous de vous exprimer? Une passion? D'abord, finalement, avec ma fille, chez Gallimard, on a écrit 15 livres pour enfants. Et moi-même, au total, j'ai dû en écrire pas mal, majoritairement des essais sur l'entreprise. Je ne suis pas une romancière, malheureusement. J'adore écrire. Ça me repose. Oui, j'adore écrire. Pourquoi pour les enfants? Alors, figurez-vous que j'ai emmené mon petit-fils au distributeur de billets et qu'il me dit « C'est qui le monsieur qui te donne des billets dans le trou ?» Et je me suis dit, c'est drôle. Et j'ai écrit L'argent raconté aux enfants. J'écris avec ma fille, Alexia Delrieux, où on s'engueule beaucoup sur la rédaction de nos ouvrages. Et c'est un bonheur et un plaisir immense. Et donc, voilà, comme la comtesse de Ségur, j'ai écrit pour mes petits-enfants. Vous animez depuis janvier l'émission Patron en question sur CNews. C'est un face-à-face sans langue de bois, donc on vous fait confiance, et sans concession entre vous et un chef d'entreprise. Alors, je lis, elle se veut l'émission où est évoquée la vraie vie de l'entreprise. Est-ce que vous avez l'impression qu'on ne parle pas assez de la réalité du quotidien d'un entrepreneur? Oui. Et j'aurais jamais pensé, j'ai rien demandé, j'avais jamais pensé faire ça. Il y a des gens importants chez CNews qui ont dit mais il n'y a pas de patron dans la chaîne. Et donc on m'a dit ça. Donc j'ai dit oui, mais je ne suis pas une intervieweuse, je ne suis pas une journaliste, j'ai pas votre talent. Donc c'est un entretien entre patrons. Et au fur et à mesure de ces émissions, je m'aperçois d'une chose, il y a des gens qui viennent de partout et qui me disent « Oh, c'est la première fois qu'on voit des émissions où les patrons sont heureux, où c'est gai. » Et en fait, je m'émerveille assez de ce qu'ils font. On voit des entrepreneurs qui racontent leur histoire. J'ai l'impression que c'est la seule émission où on est enchanté d'être patron. Pourtant, vous ne les ménagez pas. Si. Enfin, j'ai pas à les ménager. Vous avez un type qui dit j'ai inventé, tiens, prothèse mammaire. Prothèse pour le cancer du sein. J'ai inventé une prothèse mammaire bio, parce que sinon il y avait des risques. Alors j'essaie de le faire en France, mais je ne vais pas y arriver, je vais aller aux États-Unis. Il n'y a pas à le ménager ou pas le ménager. Moi, je suis admirative de tout ce que je reçois, pour l'instant. Des semaines. Pourvu que ça dure. Alors, avant de terminer, on va passer à la question perso. Ouh.
Sophie, Oui. qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas été entrepreneur? J'aurais probablement été journaliste. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'écrire, parce que je suis curieuse et surtout j'ai un défaut terrible, j'adore donner mon avis. Et pardonnez-moi, les journalistes donnent beaucoup quand même. Bon. On écoute aussi. Oui, vous ici. Mais vous arrivez, Oui, si. vous arrivez à bien donner votre avis. Oui. En tout cas, de ce côté-là, c'est réussi. Oui. On peut dire ça. Merci beaucoup, Sophie de Menton. Merci, Karine. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sophie Doncé et Philippe et Franck Fernandez pour la réalisation de cette émission. À Christelle Benjamin pour sa préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Bonne journée et bon week-end à tous.